Bonjour, je suis Sarah Zri. Je suis née, j'ai grandi à Casablanca. J'ai fait l'ingénierie en génie industriel. Et, euh, et je dirais, je suis aujourd'hui, je me définis en tant qu'entrepreneur d'impact. Depuis quelques années, j'ai commencé à travailler sur des projets qui ont un peu plus de sens. À mon égard et, euh, et j'ai tout simplement switché de ma carrière d'ingénieur vers d'autres horizons. C'est comme ça que je peux me présenter aujourd'hui. Donc, mon parcours, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc, je suis née en 93 à Casablanca. J'ai grandi à Casa. J'étais en école privée, à vrai dire, tout, pendant toutes mes études, jusqu'au bac. Ma mère, elle était institutrice, donc elle savait ce qui se passait dans l'école publique et donc elle refusait catégoriquement que j'ai cette expérience, même si j'avais presque pleuré quand j'étais au lycée pour aller dans une école publique. Mais le refus, elle était radical, comme j'ai dit, et du coup, après le bac, bon, sciences maths, mention très bien, j'étais classée troisième de mon lycée, donc peu importe tout ça, et j'ai fait classe préparatoire parce que j'aimais bien les maths et les physiques, et c'était un peu aussi un choix que moi j'ai vu que chez mes parents, la définition du succès, c'était de faire les classes préparatoires en maths et physique. Donc, j'ai fait ça un peu pour leur démontrer que j'en suis capable, pour leur faire plaisir, pour qu'ils y croient à mon succès, je dirais. Et donc, je les ai fait à Mohamed V de mars. Et c'était système militaire très, très, très dur. Donc, 2 ans là-bas à Mohamed V. Par la suite, j'ai décroché un passage par le concours national à l'école nationale, à l'ENSEM, l'École nationale supérieure d'électricité et mécanique. Mais j'ai fait une filière un peu généraliste qui est le génie industriel parce que ça me paraissait un peu touche à tout et je voulais toujours rester. En fait, je repoussais le maximum le choix d'une voie parce que je ne savais pas trop. Donc, je suivais un peu et pour moi, génie industriel, c'était une filière qui était très généraliste, qu'on étudiait un peu de tout de la logistique jusqu'à un peu de mécanique, un peu d'électricité, un peu d'informatique industrielle. Et du coup, j'aimais bien cette diversité et en plus, moi une personne qui s'ennuie très très vite. En fait, je l'ai découvert ça par la suite, mais ça me plaisait bien. Honnêtement, c'était plutôt agréable comme période de ma vie. Euh, en, d'une façon paradoxale par rapport à la période des classes préparatoires. Et après, donc c'était plutôt cool. Une, une période de ma vie qui était plutôt détente, je dirais. Après, par la suite, bah, en fait, j'ai intégré aussi l'ANSEM parce que je savais qu'ils étaient en partenariat avec l'art et métier en France. Et du coup, bah, j'ai fait ma dernière année à Metz, à l'École nationale des arts et métiers. C'est en Lorraine. Et donc, j'ai fini mon diplôme. Parcours de double diplomation. C'est un cursus doublement diplôme. C'est une double diplomation, je dirais. euh, qui, euh, qui, qui incluait le master chez Arts et Métiers et mon diplôme d'ingénieur à l'ENSEM.
Et par la suite, je suis restée. J'ai fait mon stage de fin d'études chez EDF, Électricité de France, pour leur unité de logistique pour les centrales nucléaires. Parce je dirais que le nucléaire, c'était quelque chose qui m'impressionnait depuis le lycée. Et donc, dès que je suis arrivée en France, c'était le domaine que je voulais absolument y toucher parce qu'au Maroc, on n'avait pas de nucléaire. Et donc, je voulais toucher au nucléaire. Et c'était mon premier contact avec le milieu de travail finalement en France. Et au milieu de travail tout court parce que mes stages au Maroc, ils étaient très, très brefs et c'était vraiment des stages de découverte d'un mois, un mois et demi, mais 2 mois maximum. Et donc, il n'y avait rien d'engageant, il n'y avait pas des attentes professionnelles, ni un apport à l'entreprise à rapporter. Et par la suite, donc j'ai fait 6 mois de stage de fin d'études. Après, ils m'ont prolongé de 2 mois pour pouvoir finir un projet sur l'optimisation des stocks, des pièces de rechange pour les centrales nucléaires d'un point de vue national dans la France entière. Et après, j'ai décroché mon premier job chez Renault, le groupe Renault. Donc j'ai travaillé sur principalement du management de projet et de la planification projet pour soit des modifications de lignes de production dans des usines, soit par la suite construction carrément d'usines. Donc j'ai fait la transformation de lignes de production de l'usine d'Alpine en Normandie. Et Alpine, c'est une voiture mythique qui a été acquérie par Renault. Les usines ont été acquéries par Renault il y a une dizaine d'années. Et en fait, ils ont voulu relancer la marque. Et donc, j'étais ravie de travailler sur ce projet-là. Et par la suite, j'ai travaillé sur des projets de l'Iran, un projet de construction d'usine, et la Chine aussi. Et donc, j'ai fait pas mal d'expériences internationales à ce moment-là. Et par la suite, j'étais un peu déçue parce que je suis revenue en France et pour un autre projet à Douai. Donc, c'était le nord de la France. Et suite à cette déception-là, j'ai décidé de quitter. J'ai démissionné en fait et je suis partie en sac à dos pendant 6 mois en Asie du Sud-Est. Donc c'était un grand voyage que il me marque jusqu'à aujourd'hui et je suis ravie de l'avoir fait à ce moment-là. Et je suis revenue un peu dégoûtée de tout et je ne savais pas trop quoi faire. Et on m'a appelée dans une autre entreprise. J'ai fait de la logistique chantier chez une grande entreprise qui travaille sur la couverture en verre et la menuiserie de bâtiments, en fait des gratte-ciel. Et donc ils font les plus grands projets ici en France et partout dans le monde. Donc cette entreprise-là, c'est elles qui ont, juste pour la référence, c'est eux qui ont fait la couverture de l'Opéra de Sydney. Donc c'est ce qui m'a attiré en fait le plus parce que je me disais c'est un truc artistique, je vais m'éclater et tout ça, mais c'était pas du tout la réalité, elle était très différente de ce que j'imaginais. Et en fait la réalité de chantier, elle était très très dure. C'est un milieu très macho et on a vraiment du mal parfois à trouver sa place autant que petite, jeune, encore plus que je suis marocaine, ça veut dire étrangère. Et, euh, et donc, c'était un peu compliqué. Mais c'était une bonne expérience, je regrette absolument pas. Et après, j'ai quitté grâce à la crise de Covid. J'ai pu négocier mon départ avec cette entreprise-là pour me lancer à 100% à mon compte. Donc, je travaille depuis début 2020
à construire des projets principalement dans le social, je dirais. Ça veut dire, bah, mon projet sur lequel je travaille actuellement, c'est une plateforme qui aide à accélérer l'intégration des réfugiés en France et en Europe par le biais de la formation et l'intégration professionnelle. Donc ça, c'est mon premier projet qui est en cours et en fait, on lance la plateforme à partir de septembre. On a déjà fait notre preuve de concept et tout ça. Après, j'ai travaillé entre-temps avec d'autres associations pour soit du consulting, soit en freelance pour encadrer leur transformation digitale. Ma passion pour le business, je dirais que je l'ai découvert par hasard. Parce que si vous auriez pu me poser la question il y a, je dirais, 3 ans, j'aurais dit que j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais entrepreneur, honnêtement. Parce que moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue. Déjà, mes parents, ils étaient fonctionnaires tous les deux, ma famille pareil, et donc c'est pas une éducation, c'est pas un monde où j'ai baigné ou où j'ai vécu. La deuxième chose, c'est que on nous a tellement inculqué cette image de le succès, c'est comme ça, et en fait, t'as quasiment une seule image du succès dans ta tête, ce qui est horrible, bien sûr, et moi, je milite pour ça, justement, grâce au podcast que j'avais lancé depuis à peu près 1 an. Je milite pour que le succès ait différentes facettes. Et en fait, moi, dans ma tête, je disais, bah, j'aurai mon diplôme, je vais postuler pour des grandes entreprises, je vais évoluer dans des grosses boîtes et genre, je dirais, à la fin de ma carrière, je m'imagine directrice Europe ou Afrique ou peu importe, d'un grand groupe, d'un HP ou d'un Amazon ou d'un Apple ou d'un peu importe. Donc c'est ça pour moi l'image du succès et c'est ça que j'imaginais et c'est ça que j'avais dans ma tête. Mais ayant fait le tour, j'ai quand même changé en 4 ans 3 fois d'entreprise. Donc ma durée moyenne en entreprise était entre 14 et 15 mois. Et en fait, je me remets un peu à l'inévitable. Je me suis remis un peu à l'inévitable et je me disais, c'est pas possible. J'avais souffert pas mal du management. Il y avait des choses qui allaient pas et surtout, ça manquait beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Et, euh, et donc, en fait, l'entrepreneuriat ou le business en général s'était imposé vraiment comme si j'ai plus le choix. En fait, il n'y a plus le choix de faire autre chose. Et donc, c'était vraiment une évidence. C'était vraiment une évidence. Et aujourd'hui, je me découvre grâce à, en fait, quand on bouge autant qu'entrepreneur et quand on essaie d'aller vers les gens, quand on commence à chercher, quand on fait quasiment tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu le fais pour la première fois et il y a des choses qui réussissent, d'autres un peu moins. C'est cette dynamique qui commence à m'animer aujourd'hui. C'est cette dynamique de vraiment pas trop savoir qu'est-ce que tu vas faire demain, de pas trop savoir qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine, encore moins dans un mois. On sait pas, il y a tellement de choses qui se passent. En fait, ce suspense, cette face cachée il y a pas beaucoup de monde peut-être qui sont confortables avec ça, mais moi j'aime bien et je trouve que ça a encouragé pas mal le laisser aller chez moi. Alors, les événements qui ont changé ma vie, je dirais le voyage que j'ai effectué toute seule. En fait, c'était une vraie révélation à moi-même. En fait, moi j'étais depuis toujours aventurière, à vrai dire. Et le voyage, c'était quelque chose
je l'ai eu avec mes parents. On a sillonné quasiment tout le Maroc pendant mon enfance. Je suis parmi les rares personnes qui ont visité quasiment tout le Maroc. À part Dakhla, j'ai quasiment sillonné tout le Maroc avec mes parents chaque année pendant les vacances. Et donc le voyage était toujours quelque chose qui me, qui m'anime, certainement. Et cette décision-là, après une démission, partir toute seule, autant que fille marocaine, arabe, africaine, musulmane, et qui part vers l'inconnu, ça faisait un choc pour mes parents. C'était un peu compliqué pour gérer, mais c'était aussi pour moi un moyen de marquer que je suis devenue adulte et que j'assume mes décisions. Et ce voyage-là, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur ce qui a le plus d'importance dans la vie, sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'était vraiment une rencontre avec soi-même parce que on est vraiment tellement emballé dans un environnement qui est familial. On fait toujours les mêmes choses, on a toujours le même cercle d'amis et de famille. Et même en arrivant en France, pour moi, ça changeait pas grand-chose parce qu'on est quand même au Maroc, on est un pays très occidentalisé, donc on sent pas vraiment la différence. En arrivant en France, on n'est pas dépaysé, c'est pas exotique, c'est quasiment la même chose à quelque chose près. Et, et donc ce voyage-là m'a ouvert les yeux sur aussi la spiritualité, sur la place de la culture dans, dans nos pays et dans d'autres pays. Euh, Ça a aussi... j'ai découvert comment on peut être tolérant avec toutes les croyances, avec tous les êtres humains tout court, en fait. On se croit que à l'autre bout du monde, c'est une autre planète, mais finalement, on est tous pareils. Et ça, c'était très, très enrichissant. Et pour moi, c'était une expérience, comme j'ai dit, un peu comme un voyage philosophique, je dirais, euh, qui m'a permis de me retrouver un petit peu, de me découvrir, parce que, comme je disais plus tôt, on est tellement embarqué dans un système, et en fait, on te met sur une voie. Donc, on fait des études. Après les études, bah, tu as le travail qui vient. En fait, tu es sur une voie express et on prend jamais le temps de, de juste comprendre ce qui se passe autour de nous, nous comprendre nous-mêmes et analyser un peu les choses. Et pour moi, ce voyage, ça m'a permis ça, de vraiment se redécouvrir et découvrir ce que j'ai envie de faire vraiment et ce qui m'anime vraiment. Donc ça, c'est une expérience positive. Une expérience moins positive, je dirais, c'est un harcèlement moral que j'ai vécu pendant que je travaillais en chantier lors de mon dernier poste. Et, euh, et en fait, c'est la première fois que je découvre ce que c'est un harcèlement moral. Et c'est très marrant parce que on le sait pas, on le vit. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à être mal dans sa peau, on commence à sentir cette lourdeur de ne plus avoir envie de se lever le matin et d'aller au travail. Et en fait, on le comprend pas, on n'arrive pas à le toucher. Et, euh, et c'est à un moment, si on n'est pas très ouvert et on analyse un peu ce qui se passe entre nous et nous-mêmes, je dirais, on pourra peut-être passer beaucoup de temps à souffrir sans se rendre compte. Et moi, heureusement, je me suis rendu compte au bout de 2-3 mois, je dirais. C'était long quand même. 2-3 mois, c'est un peu long.
Mais j'ai vraiment, c'était très, je me rappelle de ce jour où je sors d'une réunion au travail et je me sens tellement mal que je vais écrire sur Google harcèlement moral. C'est quoi la définition d'harcèlement moral? Et en fait, quand je lis la définition, ben, je dis c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et je le vivais parce que j'étais, comme j'ai dit, dans un environnement très macho, je dirais, entouré d'hommes, surtout vieux, plus vieux que moi nécessairement, et plus expérimentés, c'est sûr. Et donc, en fait, t'es la petite jeune qui vient d'arriver. Je suis femme, jeune, étrangère. Donc, tout ça, ça jouait. Et du coup, bah, le mec de ma hiérarchie, il m'écrasait. Et c'était normal, en fait. Dans le milieu, c'était vraiment normal. Et moi, j'ai dit stop. Et en fait, ça a fait un... Le fait que je me suis révoltée contre ça et que j'ai quand même exprimé ma voix. Et c'était presque choquant pour tout le monde que j'en parle. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait grandir. Et c'est quelque chose qui a changé ma vision du monde, certainement. Il y a un avant et un après cette expérience. Donc mes projets à venir, en fait, c'est... je crée une entreprise. Parce qu'en fait, jusque-là, on était en mode associatif. Et donc, on avait créé une association qui s'appelle Empower Lab, qui œuvrait pour les réfugiés depuis... en avènement avec la crise sanitaire pour réduire l'exclusion sociale des réfugiés en France et en Suisse. Pour le moment, on travaille sur ces deux pays-là, mais on a l'ambition pour aller partout en Europe. Et l'entreprise que je suis en train de créer là dans les mois à venir, ça va permettre à intégrer les réfugiés grâce à des missions en entreprise pour construire leur CV et après qu'ils puissent s'envoler avec leurs propres ailes. Donc c'est nous qui assurons de trouver les missions avec les entreprises, de les placer, de les suivre, de les faire monter en compétences sur un parcours de entre 18 et 24 mois. Et par la suite, bah, ils sont libres de rester ou de voler de leurs propres ailes, soit en tant que freelance, soit soit autant que salariés d'autres entreprises. Et on est principalement basé sur les métiers du digital aujourd'hui parce que c'est ce qui est très demandé déjà. Et c'est ce qui est rapide à acquérir comme compétence. Et en fait, on trouve dans la diversité tellement de potentiel qui est perdu. Et on veut aussi changer ce paradigme qu'une personne réfugiée ou une personne étrangère, bah, elle ne sait que faire le ménage ou travailler derrière les cuisines des restaurants. Et, euh, et donc, on a envie vraiment de changer cette image de personnes issues de parcours migratoires. Donc, c'est ça les projets principalement. Je travaille de l'autre côté avec une association qui s'appelle Les Déterminés en France, avec qui je lance une plateforme aussi. En fait, je les aide à lancer une plateforme pour l'intégration des jeunes des quartiers en France. Ça veut dire les jeunes de cité, qui sont des décrocheurs scolaires, pour les aider à s'intégrer professionnellement. Et sinon, bah, mon projet personnel, c'est Jage Podcast que j'avais lancé depuis un an et que je continue à mettre un petit peu de temps et un petit peu d'énergie pour le maintenir. C'est compliqué avec tous ces projets-là, mais j'essaye de faire mon maximum. En fait, j'essaie d'alterner des, en- des entretiens avec des Marocains entrepreneurs, artistes et à des parcours atypiques euh, ici au Maroc et à l'étranger. Donc, j'ai fait pas mal de tours
j'ai plein d'épisodes qui vont venir et que je vais bientôt mettre en ligne avec de nouveaux invités qui sont super inspirants. Et mon idée aussi, c'est que je puisse faire financer ce podcast pour pouvoir pour pouvoir pousser la production un peu plus. Aujourd'hui, je le fais moi-même et j'assure la quasi-totalité de la préparation jusqu'à la mise en ligne. Mais j'aimerais bien que j'arrive à mettre ce projet-là en indépendance, je dirais, financière pour que je sois plus investie et plus tranquille. Bah, pour les femmes qui veulent réussir, je parle en général, vraiment, je ne m'incarne pas du tout comme modèle de réussite pour le moment, mais en tout cas, aujourd'hui, je, je me sens accomplie et heureuse de ce que je fais tous les jours. Et je suis ravie de cette liberté que j'ai acquérie grâce à l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, il n'y a pas de recette secrète. C'est que je dirais aux femmes de ne pas rester prisonnières des stéréotypes, de ce qu'on leur dit. De toi, une femme, tu peux pas faire ça. Ou toi, une femme, il faut que tu aies un job, il faut que tu aies un petit salaire, ou il faut même, il y a pire, il faut que tu te maries, il faut que tu as des enfants et tout ça. Tout ça, c'est possible, mais je pense que le potentiel des femmes, il est énorme pour apporter à la société. Et j'y crois à 1000% qu'on est vraiment qu'à 1% du chemin de ce qu'on peut apporter à la société. En tout cas, pour moi, le monde, il n'est pas terrible tel que les hommes, ils l'ont guidé jusque-là. Et je pense à je pense à un monde, pardon, avec un leadership féminin, il sera largement meilleur. Ça, j'y crois dur comme fer. Je dirais aux femmes, donnez-vous le temps de découvrir le plus de choses possible pour trouver votre épanouissement. Parce que, et vraiment, il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à suivre l'intuition, pas uniquement la raison. Et il faut prendre le temps et être patient, je dirais. Parce que moi, à mes 18 ans, à mes 19 ans, à mes 20 ans, j'étais toujours perdue. Même à 23 ans, j'ai eu mon diplôme et je croyais que c'était la fin. Mais finalement, on découvre que tu te dis what's next. Vraiment, à 23 ans, ça m'est arrivé cette crise-là post-graduation, je dirais. Je dis, ben, what's next? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ok, j'ai eu ce bout de carton. Et puis après, qu'est-ce que je ferais avec ça? Et ça, c'était très bouleversant, je dirais, vraiment. Et on nous prépare jamais à ce moment-là. Je sais pas si les hommes ou les garçons, ils le vivent différemment, mais en tout cas, nous, femmes, c'est vraiment très, très, très compliqué à gérer. Et, euh, et donc, ouais, j'espère aux jeunes filles qu'ils mettent la main dans la pâte et qu'ils explorent le plus qu'ils peuvent, plus qu'elles peuvent, euh, pour découvrir ce qui leur fait plaisir et ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de mal d'aller sur une voie et de découvrir que c'est pas la nôtre et de changer. Il y a vraiment pas de mal. Le mal, c'est de rester dans une voie qu'on sait qu'elle nous plaît pas. Et moi, c'est ce que je me disais toujours quand j'étais dans un travail ou dans un boulot, dans un secteur qui après 6 mois, il me plaisait plus. Je dis, au moins, j'ai découvert ce qui me plaisait pas. Et donc, ça déjà, en fait, pour moi, la vie, c'est vraiment un parcours de unlearning, de désapprentissage, plus que d'apprentissage. En fait, on le découvre ça après les 20 ans généralement, mais si on est très avisé, parfois il y a des gens qui le découvrent après 40 ans.
Mais vraiment, il y a un désapprentissage à faire parce qu'on est tellement alourdi par la culture, par la religion, par la famille, par ce qu'on voit dans les médias. On est alourdi par beaucoup de choses que je pense que le désapprentissage, c'est la bouée de sauvetage. Je ne sais pas si je peux me prononcer vraiment sur la situation de la femme marocaine au Maroc. J'ai l'impression, parce que en fait, en milieu de travail, j'ai pas vécu au Maroc, j'ai jamais travaillé vraiment au Maroc, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais vu que moi j'ai vécu ça en France, je pense que ça doit être 1000 fois pire au Maroc. Donc ça, j'en suis presque persuadée. Euh, mais je sais que en général que les femmes ils sont perçues nécessairement moins compétentes, moins agiles, moins responsables dans leur travail. Donc ça d'un point de vue professionnel. Sur le point personnel, je pense que l'éducation d'une famille à une autre, d'une région à une autre, elle change vachement. Et donc, moi, mon envie, c'est que vraiment les femmes dans les petits villages, dans les petites villes, apprennent à s'émanciper. Et ça va pas se passer du jour au lendemain, je pense. Il faudra vraiment mettre une sorte d'écosystème d'empowerment. J'ai pas le terme en français, je pense que ça n'existe pas d'ailleurs, ça m'énerve que ça n'existe pas. Mais de redonner le pouvoir à ces personnes-là. De, de leur juste permettre de contribuer à l'économie, à l'économie locale, je dirais, l'éducation, à la vie quotidienne du village, de la ville. Et, euh, et je pense que aussi les femmes, de leur côté, il faut qu'ils prennent les choses en main et qu'ils aillent vers les terrains loin des sentiers battus, je dirais. Qu'ils aillent vraiment loin des sentiers battus. Euh, Après, j'ai vraiment pas d'avis sur le Maroc. Moi, j'ai des sœurs qui vivent au Maroc et, euh, et je sais qu'ils vivent pas qu'elles vivent pas la meilleure des vies parce qu'il y a beaucoup de pression sociale, de, il y a beaucoup d'harcèlement dans la rue. Il faut dire les choses comme ils sont et ça me désole qu'aujourd'hui, en 2021, les femmes encore doivent subir des choses qu'ils n'ont pas choisies, qui n'ont aucune volonté d'expérimenter et qui se sentent pas libres tout simplement de sortir, de rentrer à minuit s'ils étaient en soirée, je ne sais pas, de stationner sa voiture sans devoir s'inquiéter donc vraiment il y a des petits détails de la vie quotidienne déjà, avant d'arriver sur le plan professionnel et sur le plan évolutif des femmes. Donc, il y a du chemin. Alors, mon avis sur le site. En fait, je suis ravie de faire cet entretien parce que j'ai découvert le portail grâce au portrait de Fatem Zahra Shahid, que j'ai après eu le plaisir de faire connaissance. J'ai enregistré avec elle le podcast. Et je l'ai rencontré à Casa là en juillet. Donc, grâce à ce portail-là, il y a des choses qui se passent. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'exister. Et je suis reconnaissante. D'un point de vue de mon expertise un petit peu dans les métiers du digital et des portails web, il y a juste un make-up à faire au site de la marocaine.com d'un point de vue esthétique, que ça soit plus joli et plus agréable. Et donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me rappeler. C'est le seul hic pour moi. Le contenu, il est plutôt bien.
Et j'en suis ravie que on parle un peu des femmes marocaines, surtout par un homme, pourquoi pas. Mais par contre, euh, ça aurait été plus sympa de faire un vrai effort sur peut-être la photographie, avoir quelque chose de très, de plutôt uniforme par rapport aux photos qui sont mises en ligne des femmes. Et aussi moderniser un peu l'aspect esthétique du site web parce que j'ai l'impression que c'est un site qui date des années peut-être, je sais pas, 2000 ou 2000 et des poussières. Donc il y a juste un petit aspect esthétique à remettre pour que ça soit plus agréable à lire et à promouvoir. Et moi, j'imagine qu'un site comme ça, il peut facilement être comme si tu lis du Times ou du Medium. C'est très agréable, c'est une belle écriture avec de belles images HD. Donc, ça serait bien de faire un effort sur ça. Mais sinon, keep it up. Bah, je suis ravie d'abord de pouvoir faire cet échange, même si je l'ai fait avec mon ordinateur. Et j'espère que mes mots, elles vont être comprises et elles arriveront aux bonnes oreilles, je dirais, et aux bons cœurs qui vont les assimiler. Et, euh, et je reste à disposition des personnes de la communauté de la marocaine.com s'il y a des questions, s'il y a des choses à partager, de l'aide qu'on peut fournir à qui que ce soit ou juste des échanges à faire. Je pense que c'est important pour la communauté des femmes de vraiment de se serrer les coudes entre elles pour pouvoir avancer. Sinon on n'ira pas très loin, je dirais. Et, euh, et moi, comme j'ai dit plus tôt, euh, essayez de désapprendre le maximum de choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Tout ce qui, tout ce qui nous, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous met en, en inconfiance, je dirais, par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qu'on fait, à notre futur et tout ça. Essayez de l'éliminer. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux.